Pierre-Henri Castel, combien sont-ils ceux qui viennent de Reims? Ah. Mon ami Jean Baudrillard tenait ses premières attaches. Mais bon, vous connaissez aussi Retour à Reims de Didier Ribon, dans une famille ouvrière, pour le moins, où le fils a rencontré des conflits intenses. Alors vous, Reims, je vais vous lancer sur votre laconisme. Éducation en province, famille de la bonne bourgeoisie catholique, virgule, et vous m'écrivez conservatrice. Vous connaissez la phrase de Michel Foucault, les commencements sont obscurs. C'est pas à vous que je demanderai forcément de faire la clarté sur cette obscurité native, mais néanmoins, bourgeoisie catholique conservatrice, et plus tard collège jésuite, si j'ai bien compris. Absolument, Saint-Joseph. Et voilà de quoi, en tout cas, marquer vos commencements dans l'existence. Ils sont, si vous voulez, exactement à l'opposé de ceux que décrit Didier Ribon, parce que Reims, en tout cas, pour les gens de notre âge, est restée d'ailleurs une ville extrêmement clivée, où il y avait une bourgeoisie du Champagne, qui vivait d'ailleurs pratiquement en circuit fermé, où il y avait un milieu ouvrier important. C'était une ville où il y avait vraiment une ville ouvrière. Et il y avait également une bourgeoisie habituelle, laquelle émargeait ma famille, et puis qui n'était pas la famille, qui n'était pas dans le Champagne, et puis un vrai lumpenprolétariat, des gens extrêmement pauvres qui étaient des survivants de la désindustrialisation et qui posaient toutes sortes de problèmes sociaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai donc fait toutes mes études dans ce collège Saint-Joseph, qui était un collège j'étais pensionnaire, hein, un collège de jésuites, où il y avait encore des jésuites. Ah, vous étiez pensionnaire? Ah, j'étais pensionnaire, oui. Il y avait des jésuites, puisque mes parents ensuite ont déménagé, sont allés s'installer un peu ailleurs. Et il y avait deux choses, j'en ai deux souvenirs fondamentaux. D'abord, c'était un assez bon niveau, il me semblait, hein, à l'époque. Ils ont été particulièrement sympathiques avec moi, ils m'avaient tout à fait identifié, et ils me laissaient, notamment quand j'ai commencé à avoir 16-17 ans, ils me laissaient des marges de manœuvre individuelles tout à fait frappantes. Et j'ai découvert que c'était en fait un procédé d'éducation jésuite, en lisant, tenez-vous bien, un discours de la méthode, puisque Descartes raconte que les jésuites à la flèche le laissent se lever extrêmement tard, lire, etc. Moi, c'était pas qu'on me laissait me lever très tard, mais on me laissait tout seul le soir me promener. J'avais ce privilège, et c'était des moments extrêmement importants de cogitation personnelle. Bon, j'étais un élève brillant, j'ai notamment, je me rappelle dans ces périodes-là d'avoir découvert à peu près tout seul la philosophie, la théologie. J'avais développé tout un appareil de spéculation, d'ailleurs théologique, très très développé, qu'ensuite j'ai retrouvé sous différentes formes. D'ailleurs, c'était assez rigolo, chez Leibniz, etc. Ça, c'était la première chose. Et puis l'autre chose qui m'a beaucoup... Ça, c'était au moment de votre adolescence? Ouais, c'est ça, quand j'avais 14, 15, 16 ans à peu près. Et puis l'autre chose qui m'a énormément frappé, c'est que justement les jésuites adoraient mélanger cette bourgeoisie, et parfois même cette grande bourgeoisie qui venait de Paris pour se faire élever ses enfants auprès des jésuites, à quelque chose qui les intéressait eux, hein, c'est-à-dire l'engagement humanitaire, l'engagement social. Et j'ai donc très tôt consacré pas mal de temps à aller s'occuper de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de lumpenprolétariat très particulier qu'il y avait à Reims, auquel on allait apporter littéralement à manger, de quoi se chauffer, etc. Parce que c'était à ce degré de misère que les choses se passaient. Ça a énormément marqué mon adolescence, et je pense que ça d'ailleurs, même si j'ai plus du tout les convictions religieuses que j'avais quand j'étais adolescent, ça a énormément marqué mon intérêt. Alors, c'était mon entrée, comme plein de catholiques de gauche d'ailleurs à l'époque, dans la découverte du problème social et des inégalités vertigineuses. Reims, c'est un très bon endroit pour observer les inégalités sociales. Alors,
Concernant vos parents, quand vous dites bonne bourgeoisie catholique, virgule, conservatrice, avec le recul, qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'était un style social. Voilà, mon père était quelqu'un qui s'était extrait par le travail et les grandes écoles d'ingénieurs d'un milieu très pauvre, très très modeste. Ma mère venait et vient, elle est toujours vivante, mon père est décédé. Ma mère vient d'un milieu de propriétaire viticole dans le Bordelais, ils faisaient du vin, etc. Et donc il y avait, voilà, c'était mes deux grands-parents étaient des gens qui avaient fait la guerre de 14. J'ai été, quand j'étais tout petit enfant, le premier, en fait, quand j'avais 6 ou 7 ans, à entendre mon grand-père raconter pour la première fois ce qu'avait été pour lui la Somme, Verdun, le chemin des dames, parce qu'il était de la classe 16, il était de 1896, donc il était enrôlé à 20 ans, il n'avait jamais raconté. Et donc j'allais voir mon grand-père qui me racontait la guerre, c'était la première fois quand j'avais... Donc, vous voyez, il avait 70 ans passés et qui racontait à qui que ce soit ce qui s'était passé. Et c'était assez sidérant parce qu'en fait, j'ai raconté moi-même à mes fils ce qui m'avait été transmis de cette expérience totalement terrifiante que j'écoutais probablement de façon complètement innocente et qui m'a énormément impressionné, dont je suis absolument persuadé, en dehors des choses de famille sur lesquelles je m'étendrai pas, mais que ça a vraiment conditionné mon rapport à l'histoire et peut-être même l'intérêt pour l'histoire de mes fils. Pierre-Henri Castel, avant d'en venir à Paris, j'aimerais qu'on précisait ces moments de solitude que vous venez d'évoquer au collège, avant le baccalauréat, dans les années de lycée. Et vous dites vous-même que vous avez éprouvé à ce moment-là le sens de la fragilité, voire de la misère humaine. C'est toujours étrange de se poser la question de savoir d'où viennent les affects, si vous voulez, mais avec le recul, dans l'après-coup, encore une fois, comment vous voyez vous-même cette survenue, disons, à la fois de la compassion ou de ce que Bossuet aurait appelé la dignité des pauvres, par exemple? En fait, les jésuites qui nous éduquaient vraiment, ils étaient réellement présents. Des décennies plus tard, je suis allé à l'enterrement de deux de ses pères qui s'étaient occupés de nous, qui avaient une autorité naturelle absolument sidérante, qui à deux contrôlaient comme ça plusieurs centaines d'adolescents entre 14 et 18 ans, hein, comme ça, c'était tout à fait fascinant. Et les exercices spirituels avaient une véritable présence dans le quotidien, et c'est une chose qui m'a longtemps hanté, longtemps poursuivi. Et lorsque, par exemple, j'ai écrit âme scrupuleuse, vie d'angoisse, tristes obsédés, une des déceptions que j'ai eues, c'est que j'ai envoyé le livre aux études, en demandant des nouvelles d'ailleurs de pères que j'avais connus là-bas. Ils ont fait un compte-rendu tout à fait impersonnel, etc. Bon, évidemment, je parlais beaucoup de Michel de Certeau, qui est pas vraiment en odeur de sainteté à la compagnie. Je parlais aussi de Jean-Joseph Surin, enfin de ces jésuites du XVIIe siècle. Mais je veux dire que j'ai été extrêmement touché et frappé. Ça m'a vraiment aidé beaucoup à comprendre le fait religieux, et enfin du moins ça a été mon entrée en tout cas dans le fait religieux. Et ce que j'aimais énormément, c'était le fait qu'il y avait cette espèce de juxtaposition typiquement jésuite entre un encouragement à la spéculation philosophique qui était très clair, qui était et déjà un peu théologique, puisque ça m'a vraiment intéressé quand j'étais très jeune. Et puis ce contact avec voilà les gens dont personne ne veut. C'est pas exactement les pauvres au sens social, c'est ceux dont personne ne veut, et je me sens finalement, même si les patients dont j'ai pu m'occuper ensuite des décennies plus tard, à Villévrard,
ces patients, voilà, où la schizophrénie chronique n'est qu'un des malheurs qui les frappe, hein, avec les maladies métaboliques, le racisme, la pauvreté. C'est plutôt ce genre de choses qui m'a toujours interpellé. Et je pense que je dois vraiment à ce que les jésuites nous inculquaient, voilà, en arrachant hein, les gosses de la bonne bourgeoisie à un certain type de monde et en faisant dépendre des familles du fait qu'on allait à bicyclette leur porter. Alors c'est un peu étonnant parce qu'en fait on a oublié qu'en France dans les années 80 il y avait encore des poches de misère aussi radicales, hein, alors, qui se sont ça a un peu diminué, hein, presque parce que les gens sont morts, mais c'était vraiment un truc impressionnant. Donc le collège, enfin, on dit le collège ou le lycée On disait le collège. Le collège Saint-Joseph, c'est jusqu'au baccalauréat. Voilà. Et puis après, donc l'électrochoc des provinciaux, des jeunes provinciaux qui arrivent à Paris. Donc j'ai, grâce à un contact qu'avait mes parents, mais enfin bon, je pense que j'y serais rentré parce que j'avais une bonne mention au bac. J'ai donc été retenu pour aller à Henri IV. Et là, ça a été une sorte de sidération, tellement le saut qualitatif qu'il y avait entre ce dont j'avais l'habitude, moi, dans mon lycée, et même à Reims, où j'étais un très bon élève, et puisque c'était qu'être voilà à Paris, dans une excellente Hippocagne, etc., avoir des notes absolument épouvantables dans pratiquement toutes les matières, et donc sans doute l'apprentissage du travail très très dur, des nuits blanches. C'est là où j'ai commencé effectivement à passer au moins par semaine 2 nuits blanches à travailler, ce qui m'a duré jusqu'à ce que j'ai 30 ans, puis après j'ai plus été capable que d'en faire une par semaine, et puis maintenant je suis totalement incapable de passer une nuit entière à travailler. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez préciser ce choc du provincial entre guillemets? Parce qu'on rencontrait tout simplement des Parisiens qui avaient eu accès à toute la culture, auquel vous imaginez bien que dans un collège catholique de province conservateur, on n'a absolument pas accès, et qui était la culture contemporaine, la culture de la critique, la culture une culture politique également, extrêmement développée, que je n'avais en aucune manière, hein, et que donc alors très progressivement j'ai réussi à acquérir, et puis à force en fait de travail sans doute, mais aussi parce que j'ai eu quelques coups de chance tout à fait injustes dans ce qu'on appelle les concours blancs, hein, ces espèces de tests là qu'on fait passer aux gens qui sont en préparation, qui préparent le concours de l'école normale supérieure. J'ai eu des coups de bol invraisemblables. D'ailleurs, comme pour rentrer à Normal Sup, je suis tombé exactement sur ce qu'il fallait. Il y a même eu une fois une erreur de notation en ma faveur. Et donc j'ai survécu à cette épreuve, et puis donc j'ai pu rentrer à ce moment-là à Normal Sup, et donc je suis rentré du premier coup, voilà, grâce à mes notes en philosophie, et là voilà, c'est une vie entièrement nouvelle qui a commencé, ouais, qui est totalement une rupture considérable par rapport à mon milieu d'origine, qui ne pouvait absolument plus suivre ce vers quoi je me tournais. Troisième biographème, peut-être, c'est votre rencontre avec Jacques Derrida. Alors, c'est la première personne que j'ai été voir à Normal Sup. Il m'a accueilli. J'avais dans la tête énormément de projets, de recherches, etc. J'étais un tout petit peu connu des gens parce que j'avais publié, quand j'étais en Cannes, j'avais publié un roman un peu étrange, d'ailleurs qui a totalement, heureusement pour moi, disparu des rayons et des mémoires. Enfin, c'était assez marrant de voir quelqu'un qui avait publié. Oui, absolument, ça avait été publié chez un petit éditeur de l'époque qui a disparu, je crois. Et donc voilà, j'avais 18 ans, j'avais 19 ans, ouais, je crois. Donc c'était un peu rigolo. Donc et alors il m'a écouté raconter mon espèce de projet comme ça, et moi je me rendais absolument pas compte de qui c'était.
Althusser avait été donc interné suite au meurtre de sa femme l'année d'avant. On est en 82 ou 3, je crois, 2, je pense. Hein. Je suis rentré en 82 à l'école. Et donc voilà, j'ai fait connaissance avec lui. Il m'a accompagné, il a lu sans rien dire. Il disait jamais rien d'ailleurs sur mes papiers. Il m'a accompagné pendant très longtemps, puisque j'ai fait ma thèse de philosophie, ma première thèse en philosophie sous sa direction, que j'ai soutenue pratiquement 10 ans plus tard. Voilà, à l'époque, donc, on s'est plongé, et c'était pas du tout comme aujourd'hui. On devait passer l'agrégation. Il était évident qu'on allait être tous professeurs de lycée pendant un certain nombre d'années avant d'éventuellement faire une carrière universitaire. C'était pas du tout ce que c'est devenu aujourd'hui, où les gens soit ne passent pas l'agrégation, soit sont pris dans des filières où ils vont pas en lycée. Préparer l'agrégation de philosophie et surtout la préparer de manière à avoir un rang, être dans les premiers et donc pouvoir espérer faire une carrière universitaire, était un travail extrêmement intense que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, oui, vraiment beaucoup de joie. Petit retour en arrière, donc avant de rentrer à l'école, vous parlez de votre crise morale et sentimentale. Oui, ça a été un moment, c'est des moments charnières. D'ailleurs, c'est pour ça que j'écris ce petit roman. Voilà, à ce moment-là, c'était des moments tout à fait charnières. Je suis rentré à l'école, on était très copains avec, par exemple, avec Frédéric Worms. On a passé le concours de l'école ensemble. On a même été ex-aequo. Et comme moi, il a fait cette espèce de préparation très intense de l'agrégation. C'était les années SIDA. C'est une chose qui m'a énormément frappé. Il faut se rendre compte que l'école n'était pas mixte et que parmi les garçons, je dirais qu'entre 20 à 25% sont morts. En 82-83, l'école n'était pas mixte? L'école n'était pas mixte. Elle est devenue mixte en 83-84. Je crois qu'on était la dernière année. Et parmi les garçons qui ont intégré, moi, je pense qu'environ 20% sont tombés malades et à l'époque sont morts. Il n'y avait aucun trait. Donc des gens avec qui on avait interagi. Il n'y a jamais eu d'ailleurs rien, à ma connaissance, qui ait été dit là-dessus, ça a été quelque chose, je parlais tout à l'heure de la guerre de 14, ça a été quelque chose qui a tué des proportions relativement comparables de jeunes gens, mais évidemment, comme toutes les épidémies, à la différence des guerres, il n'y a pas de plaque sur laquelle on met la liste des gens qui sont morts du sida. Donc il y avait ça. C'était très marqué par le souvenir d'Althusser, c'était très marqué par Derrida. C'était une ambiance dans laquelle on faisait de la philosophie. Il y avait cette chose un peu curieuse qui était la tentative de se servir de Heidegger pour revitaliser et redonner une sorte de puissance spéculative qui était un peu fragile à la tradition française d'apprendre énormément d'histoire des philosophies pour passer les concours de recrutement d'enseignants. Et Heidegger était un peu une sorte de référence qu'on partageait. Il y avait évidemment des professeurs qui venaient nous préparer ou faire des cours qui étaient tout à fait extraordinaires. Il y avait le professeur de Cagne de Louis le Grand, André Pessel, qui est à mon avis, un des grands spinozistes, qui restera un des grands spinozistes. Tous ces gens-là faisaient des cours et ne publiaient rien. Ils étaient entièrement au service des gens. Vous venez de parler des années SIDA, mais par exemple, entre vous à l'école, entre étudiants, est-ce que le souci de l'orientation sexuelle était un sujet de conversation ou un constat? Pas vraiment. Je pense que juste les gens sortaient de 2 années ou 3 années, parfois 4, une vie extrêmement austère. Et puis bon, on n'a même pas 20 ans, hein, en général, hein, dans ces eaux-là. Surtout, on pouvait pas savoir ce qu'allait devenir rétrospectivement l'épidémie de sida. C'était juste c'était juste une source de terreur. Il n'y avait aucun traitement. Et on mourait quand on l'attrapait. C'était la seule chose on savait que ça avait une transmission sexuelle, ça on l'a su assez vite. On le savait déjà, hein, ma génération.
Bon, par ailleurs, il y avait beaucoup de drogue. Hein, les mathématiciens, les jeunes mathématiciens consommaient et consomment d'ailleurs toujours beaucoup de stupéfiants, en particulier pour s'exciter intellectuellement. Hein. Les grands théorèmes, c'est avant 25 ans hein, qu'on les trouve, hein, avant 25-30 ans. Donc, les années de jeunesse sont des années extrêmement productives pour les mathématiciens. Bon, pas du tout pour les pas du tout pour les littéraires, mais c'était quelque chose de ce genre-là, si vous voulez. Vous parlez de votre thèse catastrophique avec Jacques Derrida. Pourquoi? Comme j'avais quand même beaucoup lu de philosophie classique, je me suis plongé immédiatement dans ce qui me paraissait être, enfin, dans une ignorance totale du marché des idées, de la crise des années 80 à l'époque. Je me suis plongé immédiatement dans une lecture dévorante de Derrida, de Deleuze, de Foucault. Je lisais absolument tout ce qui se passait. Foucault venait juste de mourir quand même. Hein. Lacan aussi. Je les avais pas vus. Je n'ai jamais vu. Alors que j'aurais pu. Hein, j'avais des amis en Cagne qui étaient allés écouter le dernier Lacan. Bon, Barthes aussi. Mais enfin, tout début des années 80, à part Jacques Derrida, voilà, il y a une sorte beaucoup de décès. Donc moi, je lis ça avec une sorte de frénésie incroyable, sans me rendre compte évidemment que justement le fait qu'il soit mort va provoquer moi ce que j'ai toujours considéré comme une formidable régression hein, dans les années 80 de la spéculation, de la recherche, de la pensée philosophique, qui va se réorienter dans des directions tout à fait nouvelles et provoquer des clashs monumentaux. Hein. Je me rappelle on était vraiment un peu des morveux aussi. Mais enfin, il y avait Reynaud et Ferry qui venaient faire des cours sur Kant, qui disaient du mal d'Althusser, de Derrida, etc. On se levait en disant mais c'était faux, etc. Alors évidemment, en tout cas. Reynaud, il sait très bien de quoi il parle hein, quand il parle de Kant, donc c'était souvent on apprenait aussi beaucoup de choses. Mais tout ce mouvement là, ce rejet de la pensée post-structuraliste, etc. Moi, je l'ai totalement ignoré, et donc je me suis engagé dans une thèse avec Derrida sur ça, jusqu'à ce que évidemment je rencontre le mur de l'impossibilité de trouver un poste universitaire avec une thèse avec Jacques Derrida sur des notions comme la structure, l'écriture, etc. En plus, j'avais donné à ma thèse un tour complètement extravagant, puisque j'en avais fait une sorte de texte spéculatif très complètement bizarre, qui n'était pas du tout possible à publier. Heureusement, Claude Imbert, qui était une figure très importante de l'école, d'une exigence intellectuelle absolument impitoyable, il faut bien dire les choses. Il a mis bon ordre, a arrêté la catastrophe, m'a obligé à réécrire quelque chose de lisible. Hein. Et puis, bon, mais enfin, toujours est-il que j'ai soutenu cette thèse et que j'ai jamais eu de travail avec. Alors, vous retrouvez néanmoins professeur associé à Columbia à New York, en quelle année? Ça, c'était avant de soutenir ma thèse. C'était avant, hein, parce qu'en fait, on a été en France les 2 premiers thésards de Jacques Derrida avec François Beck, le poète, le philosophe. Et parce qu'il venait, on a vu hein, d'ailleurs l'hostilité sidérante de l'université à son égard. Il est devenu professeur, enfin directeur d'études à l'EHESS, un peu plus ou moins par le fait du prince. On disait que c'était Jospin qui avait obtenu qu'on lui donne une chaire. Moi, je ne voyais rien, n'est-ce pas? J'étais plongé dans mes lectures. Et alors pendant effectivement cette période, je suis allé à Columbia, ce qui a augmenté d'ailleurs mon illusion sur l'intérêt que les étrangers continuaient à avoir pour toute cette pensée française des années 60-80. L'autre chose que j'ai faite aussi, c'est que Jacques Derrida m'a dit « La thèse avec moi, ça ne vous attirera que des ennuis. En revanche, ce que vous allez faire pour la faire, c'est-à-dire beaucoup de linguistique, de l'anthropologie, une initiation à la psychanalyse, etc., ça vous sera utile. » Il avait totalement raison, puisque c'est la seule chose qui est restée. C'est pas ce que j'ai écrit, c'est vraiment ce que j'ai appris. Et ça m'a permis de rencontrer alors 2 savants à l'époque
Jean-Claude Milner était toujours professeur de linguistique à Paris. C'était extrêmement impressionnant. C'était vraiment un grand savant. Il y en avait un autre, Antoine Culioli, qui est une légende de la linguistique française, qui était dans un style totalement différent, pas du tout linguistique générative, etc., comme Milner, des gens d'une créativité scientifique sidérante. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis beaucoup intéressé à ce moment-là à la phonologie qui traversait une grande révolution, notamment africaniste. J'ai appris des langues africaines et j'ai demandé à aller en Afrique pour faire des études de phonologie, d'ethnolinguistique sur le terrain. Ce que j'ai fait pendant 2 années. Je suis allé en Afrique australe, dans un petit pays qui s'appelle le Lesotho. Tout a capoté là-bas parce que les conditions étaient pas du tout. C'était la pique de l'apartheid. Il y avait les communications étaient très difficiles. C'était compliqué d'avoir des ordinateurs. On est en tout cas dans cette partie du monde. Les conditions étaient très difficiles. Il y avait des coups d'État tout le temps. Enfin, c'était un truc. Vous êtes tout seul là, en Afrique australe? J'ai passé une année seule et la femme avec qui je me suis marié, Anissa Bouchouchi, est venue me rejoindre et on a vécu une aventure assez extraordinaire. Mandela était toujours en prison à l'époque. Il était très instable. Et puis alors j'ai appris un peu de Soutou, un peu de Zoulou, etc. Mais j'ai jamais réussi. J'étais beaucoup trop obsédé par mon travail philosophique pour vraiment faire le travail d'ethnolinguistique et de recueil de données phonologiques que j'étais parti pour faire. Et là en Afrique, vous enseignez? J'enseignais. On m'avait donné la direction du département de français de l'Université nationale du Lesotho, qui était à l'époque le seul endroit en Afrique australe où les Noirs pouvaient faire des études supérieures. Ce qui fait que j'ai d'abord vu à quoi ressemblaient les intellectuels noirs sous l'apartheid, puisqu'ils venaient donner des leçons ici. J'ai croisé, écouté, évidemment, c'était un spectacle inoubliable, Desmond Tutu, qui venait pour qui venaient régulièrement à l'université, des grands écrivains, Ndebele par exemple, qui étaient qui était présent dans l'université, et qui évidemment marchait comme une université du tiers-monde. Mais on réussissait quand même à envoyer des bons éléments qui réussissaient à passer les concours d'entrée pour entrer à Oxford, à Cambridge, etc. Et c'était pas du tout un travail vain, et on avait vraiment une conscience très aiguë de la crise, de l'apartheid, de ce qui se passait. Parce qu'en fait, l'État voisin du Lesotho, c'est ce qu'on appelle en Afrique du Sud l'État libre d'Orange, qui n'était ni libre ni orange, je vous le dis tout de suite, et où il y avait des gens qui s'appelaient Treuernicht ou Terre Blanche, n'est-ce pas, qui étaient véritablement des nazis. Il faut appeler les choses par leur nom, avec des swastikas, des emblèmes. C'était très très impressionnant. Je n'avais jamais vu ce que pouvait être le racisme physique, comme ça, dans la violence. J'ai ramassé des étudiants tabassés par la police d'une façon inconcevable, avec des nerfs de bœuf. C'était des choses d'une violence inouïe qu'il y avait à l'époque. Alors de retour d'Afrique, vous devenez professeur de lycée? De retour d'Afrique, non, pas tout de suite. J'ai eu des postes à la fac temporaires qui m'ont permis de terminer ma thèse. Et puis ensuite, je suis devenu professeur de lycée parce que tout simplement, personne ne voulait me recruter. Et d'ailleurs à juste titre, parce que effectivement, c'était un travail beaucoup trop étrange. Voilà, ça a été évidemment une crise assez grave pour moi, vous imaginez. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je suis rentré en analyse, voilà, fin des années 80, et où finalement j'ai dû faire une deuxième thèse pour essayer de trouver du travail. Encore que j'ai beaucoup aimé être professeur de lycée. Ce qui était embêtant, c'était d'y aller. Une fois qu'on était en classe,
J'ai adoré faire ce job. Et puis, enfin, comme c'était assez banal à l'époque, hein, c'était pas du tout fait ordinaire de se retrouver au lycée pendant un certain nombre d'années. Donc j'ai fait une deuxième thèse d'histoire et de philosophie des sciences sur la naissance de la neurologie chez les élèves de Charcot, qui était voilà, qui était un moyen de faire un travail à peu près normal. Alors vous dites que vous entrez en psychanalyse au moment où les attaques et les doutes se déchaînent contre la psychanalyse. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, alors il se trouvait que bon, comme je lis plus facilement l'anglais et que je connaissais à peu près bien les enjeux épistémologiques autour de ces questions, j'ai été averti très tôt, puis je m'intéressais beaucoup à l'histoire de la psychanalyse, de ce qu'on appelait les Freud Wars, qui ont éclaté au début des années 90, avec toutes sortes de gens que j'ai fini d'ailleurs par rencontrer personnellement, plus tardivement, qui dépouillaient les archives, essayaient de reconstituer qui avaient été les patients de Freud, ce qui s'était vraiment passé, ou le vraiment entre guillemets, parce que bon, on a une idée. Disons qu'on avait une autre version que la version qu'on connaissait. On avait la version de la famille, des amis, des gens. Une autre version que celle qu'on pouvait déduire de ce qu'on lit dans Freud, ou de ce que les proches de Freud disaient des patients. Puis il y avait le travail très important d'Adolf Grünbaum, un personnage que j'ai rencontré, avec qui j'ai eu une petite correspondance, un moment, un personnage très très impressionnant, qui est un grand philosophe de la physique, probablement un des grands lecteurs d'Einstein. Et puis, comme il était viennois, pour un Viennois, il y avait deux choses à faire dans sa vie, il y avait lire Einstein et lire Freud, donc il avait passé 20 ans à travailler Einstein, ensuite il s'était mis à Freud et il avait publié des travaux absolument destructeurs sur toutes sortes de raisonnements que menait Freud. Et donc moi j'étais plongé là-dedans, je faisais une analyse et je crois que j'ai assez vite vu, enfin personne à l'époque, tout le monde s'en foutait complètement parce que la psychanalyse était encore à Paris, un truc qui attirait beaucoup de monde, de gens jeunes, motivés, etc. On est au milieu des années 80, début des années 90, avant qu'il y ait cette espèce de chute impressionnante qu'on a connue. Et j'ai tout à fait vu que là, ça allait tourner au vinaigre. Vous devenez chercheur, pour le coup, à 36 ans, et vous parlez d'une élection surprise au CNRS. Oui, aucun laboratoire n'a voulu me soutenir. Donc j'ai été élu parce que, pour des raisons absolument un peu obscures, vous voyez, de billard à 3 bandes. J'ai sans doute beaucoup profité du fait que quand j'ai publié mon bouquin sur la naissance de la querelle de l'hystérie, la naissance de la neurologie, il y avait parmi les gens qui m'ont donné un prix, le prix de Cité Philo à l'époque, c'était je crois la première fois qu'ils donnaient ce prix, il y avait un certain nombre de gens qui étaient au CNRS et qui donc tout d'un coup ont pu lire le travail et se dire que ça valait peut-être éventuellement le coup de me donner un poste de chercheur. Et c'est arrivé au bon moment parce que je crois que je ne serais jamais devenu chercheur. Je pense que c'était trop dur, tout simplement, physiquement et moralement. Et je crois que j'allais tout simplement renoncer entièrement à faire une carrière de professeur de philosophie en terminale, comme beaucoup de gens font. Hein. Et donc c'est arrivé juste, miraculeusement, au bon moment. Et donc, je suis entré au CNRS assez tard. Assez tard. J'ai eu une carrière universitaire donc qui a commencé très tard, ce qui m'a toujours donné le sentiment que j'étais très en retard, que j'avais beaucoup de choses à faire et à rattraper, et qu'au fond, je crois que j'ai gardé ce sentiment. J'ai toujours le sentiment qu'il me manque 10 ans pour faire les choses que j'aimerais encore faire, quoi. Alors, votre premier livre, c'est La métamorphose impensable, après la querelle de l'hystérie. Après la querelle de l'hystérie, j'ai également écrit un commentaire à l'allemand, paragraphe par paragraphe, de la Traumdeutung de Freud, qui est un livre qui existe toujours, qui se vend toujours, voilà, qui est un des très rares commentaires très précis du livre. Mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure en parlant de psychanalyse. Je dirais que le premier gros travail qui m'a coûté, en fait, il me faut 10 ans moi, pour écrire mes bouquins.
le premier travail qui m'a vraiment installé à mes propres yeux dans vraiment un projet très long avec une conjugaison de ce qui m'intéressait en philosophie, en sciences sociales et en psychiatrie, en psychanalyse. C'est mon travail sur le transsexualisme qui a été publié qu'Éric Vigne a publié chez Gallimard en 2004, je crois. 2003. 2003. Oui, et c'est assez rare que Éric Vigne prenne des travaux comme ça sur un sujet aussi, j'allais dire... le livre était pas précis, mais relativement... Le livre, La métamorphose impensable, prend appui sur l'histoire de la psychiatrie de ce qu'on appelait le transsexualisme, les troubles de l'identité de genre, que moi j'avais commencé à explorer dans le milieu des années 90, notamment à l'époque, c'était les débuts d'Internet, et notamment donc sur des forums internationaux, des forums américains plutôt qu'internationaux d'ailleurs, où les gens racontaient leurs expériences de vie et donnaient toutes sortes d'informations incroyables sur leur parcours personnel. Et que voilà, au début des années 90, je m'y suis intéressé, donc ça m'a pris une dizaine d'années. Mais en fait, c'était une question philosophique que je voulais soulever sur la question de l'identité personnelle. La métamorphose impensable, c'est la question de savoir si vous changez de sexe, est-ce que vous pouvez rester vous-même? La grande revendication transsexuelle, à l'époque, c'était pas du tout de changer de sexe pour changer de sexe, c'était de changer de sexe pour devenir enfin véritablement soi-même. Ça n'a d'ailleurs pas changé. Mais c'était un monde qui a disparu, parce que c'était pas du tout le monde de ce que l'on connaît aujourd'hui, de la pensée queer ou du constructivisme en matière de sexe. C'était des gens qui massivement pensaient avoir des corps qui réellement étaient des corps féminins ou des corps masculins avec tous les stéréotypes de genre qui s'y attachaient bien souvent et qui se transformaient de l'un dans l'autre. C'est pas du tout cette fluidité de l'identité qui s'est imposée d'ailleurs à partir des années 2000, en venant d'ailleurs des États-Unis. C'était un tout autre genre de transsexualisme. Et puis c'était fascinant parce que ça permettait de lire du droit, de voir comment étaient traitées ces questions d'identité personnelle en termes de droit, en termes de métaphysique, évidemment, la métaphysique de l'identité personnelle, et puis de sciences sociales, de médecine, d'endocrinologie. J'ai beaucoup travaillé sur la question des intersexuels, etc. Et donc c'était cette espèce de mélange entre des expériences personnelles extrêmement impressionnantes, des vies absolument fascinantes, des questions théoriques et métaphysiques très classiques, mais en même temps centrales, ce que c'est que le moi, ce que c'est que la transformation, etc. Et puis le monde social, les formes de vie, le monde social, le monde culturel, les transformations historiques à l'intérieur duquel tout cela se passait. Et celui donc des années 30 aux années 90 sur lesquelles je me suis intéressé. Et j'ai toujours voulu mêler ces trois dimensions ensemble et qu'il y ait constamment des passages entre ce qu'il y a de plus existentiel et ce qu'il y a de plus théorique et de plus spéculatif, et puis le monde social où les gens s'emparent de ce qui passe à leur portée pour pouvoir mettre en forme leur expérience, la rendre communicable, obtenir des secours, des soins, protester contre les injustices, etc. Mais peut-être que pour comprendre cela, il faut peut-être saisir le fait que pour vous, la psychanalyse a toujours eu comme interface, disons, sa position aussi institutionnelle, à la fois dans l'hôpital, dans les... C'est-à-dire que parler de ce genre d'objet, c'était une question de survie institutionnelle, parce que on se représente, enfin le milieu qui est le milieu intellectuel et académique dans lequel j'ai évolué, c'est la philosophie des sciences. Philosophie des sciences, qui est une philosophie à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences où je suis installé, qui est le plus vieil institut d'histoire des sciences et de philosophie des sciences en France, qui est une grande institution parisienne et française. La psychanalyse, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, on m'a constamment dit, mais qu'est-ce qu'un garçon comme vous, travailleur, honnête, etc.,
va faire avec ses allumés, ses tarés, ses lacaniens qui disent n'importe quoi. Voilà, c'est une erreur de jeunesse hein, pour les gens qui m'entourent. Donc évidemment, tout cela, je suis obligé de le présenter sous le registre de la psychiatrie, de la médecine, des choses de ce genre. Hein. Donc je peux pas faire autrement. C'est très tardivement que finalement c'est une fois que la psychanalyse a été totalement discréditée que j'ai pu en parler sans me faire regarder comme un malade ou comme quelqu'un qui quelque part il y a un grain. Hein. C'est pas possible. C'est-à-dire à partir des années 2010, 2010, hein, cette décennie-là. Dans ce cas-là, comme elle n'a plus de dents, elle ne menace plus personne et plus personne n'en lit. C'est les sciences cognitives qui ont définitivement gagné dans l'université. Il peut y avoir des gens qui s'intéressent à la psychanalyse, c'est pas un problème. Avant, non. C'est vraiment dangereux. C'est quelque chose que je dissimule. Je ne mets pas mes textes psychanalytiques dans mes listes de publications. Mais pourtant, les psychanalystes ont toujours autant de patients. On en parlera tout à l'heure. Oui, ils ont toujours autant de patients, parce que ça ne veut pas dire que la société va plus mal, va mieux. Mais ce qui a totalement changé, c'est la stature, la présence intellectuelle des... Je dis intellectuelle, hein, je dis pas médiatique, je dis la présence intellectuelle des psychanalystes. C'est leur capacité à infléchir par leurs propositions cliniques et théoriques des programmes de recherche en sciences sociales, à intéresser la philosophie, etc. Ceci voilà, soit c'est devenu quelque chose qui est un prolongement d'une certaine forme de métaphysique littéraire qui a une autorité littéraire et morale incontestable, mais qui a absolument voilà, qui a son milieu propre, soit ça a complètement disparu. Alors pour achever ce parcours, comment vous définiriez aujourd'hui votre propre champ d'études et qui tente, malgré tout, de garder, comme vous venez de le dire, une place à la psychanalyse, en tout cas à la théorie psychanalytique? Alors je crois que l'autre grand événement de ma trajectoire intellectuelle, c'était ma rencontre avec Alain Ehrenberg, qui c'était un peu une crise aussi, parce que j'ai quitté l'Institut d'histoire des sciences et de philosophie à Paris 1 pour rejoindre l'équipe qu'il avait montée, qui est une équipe de sociologues. Et c'était lié au fait que je pensais que ma carrière philosophique, académique était terminée, hein, puisque de toute façon, les gens s'intéressaient mais absolument pas à ces histoires de philosophie, de la psychiatrie, ce qui est plus du tout le cas depuis, hein, ça a changé. À l'époque, c'était vraiment une impasse totale. Déjà, la philosophie de la médecine, c'était la troisième roue du... Ce qu'il fallait faire, c'est la philosophie de la physique quantique, de la biologie moléculaire. Ça, c'était bien, avec des bases logiques, de la théorie de l'évolution, des choses comme ça. Faire déjà de la philosophie de la médecine, alors vous n'imaginez pas la psychologie ou la psychanalyse, c'était... Anne Fagot-Largeau. Anne Fagot-Largeau, mais Anne Fagot-Largeau, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu à ce moment-là. Anne Fagot-Largeau faisait une philosophie de la médecine extrêmement savante. Il y avait toute une dimension de recherche sur les probabilités chez elle, et d'épistémologie générale qui était tout à fait forte. Elle travaillait à l'hôpital aussi. Elle travaillait à l'hôpital. Ça a même été, j'ai même eu des patients à Villévrard qui étaient des patients qui étaient passés entre ses mains, puisque tous les lundis, Anne Fagot-Largeau donnait une journée pour faire de l'accueil d'urgence en psychiatrie à Henri Mondor. C'était quelqu'un qui voulait garder cette expérience clinique et donc qui n'était pas sourde à ce que moi-même je faisais à Villévrard. Mais enfin, c'était un soutien extrêmement précieux. Ça ne change pas, ça ne plie pas les institutions. Voilà, on a des espaces de respiration. C'était pas possible. Donc je suis parti et j'ai déposé mon sac donc au laboratoire qu'avait monté Alain Ehrenberg. Et alors là, vraiment, j'ai découvert les sciences sociales. Il m'a fait lire énormément.
Il m'a fait lire énormément de Mauss, de Durkheim, il m'a fait découvrir véritablement comment lire les Ortigue. Et puis il avait un projet lui-même très enraciné, très développé de réflexion sur la maladie mentale, où j'étais bienvenu avec mes considérations philosophiques, ma culture d'épistémologue et d'historien de la psychiatrie. Il était évidemment absolument pas hostile à la psychanalyse. Sa femme, Corinne Ehrenberg, est psychanalyste. C'est un milieu, c'est une génération qui a été au contact concrètement de la psychanalyse. Et c'est grâce à lui, en fait, que j'ai commencé à comprendre ce que c'est qu'un raisonnement sociologique et à me guérir d'un certain nombre de tics de philosophes qui disent n'importe quoi sur les sciences sociales parce qu'ils ne savent pas comment on en fait, à quoi ressemble une enquête, comment on construit un protocole, etc. Qui sont les choses que j'ai commencé à apprendre à faire en dirigeant l'équipe quand il me l'a confié, en écrivant des demandes, en construisant des enquêtes, et ça a été une grande transformation pour moi. C'est lui aussi qui m'a fait lire Norbert Elias, et qui effectivement est celui qui a le plus marqué mon travail en sociologie historique. Vous n'avez jamais croisé sur votre chemin, si, je pense que si, mais je vous pose quand même la question, Dominique Lecourt d'une part et Jean Gaillon d'autre part. Alors Jean Gaillon, bien sûr. Dominique Lecourt, je l'ai croisé quelques fois. Jean Gaillon était un peu une sorte de personnage tutélaire de la philosophie de la biologie et de la médecine. Absolument, avec ils organisaient des séminaires de philosophie des sciences auxquels se retrouvaient tous les philosophes et les historiens des sciences parisiens. Moi, personnellement, je n'ai jamais travaillé avec lui. Celui qui a vraiment été quelqu'un qui a travaillé de très près avec lui et que j'ai publié après et qui était un ami, c'est Denis Forest, qui est toujours un ami, c'est Denis Forest. Ah oui. Qui l'a beaucoup soutenu et qui vraiment, je crois, partage un certain nombre de convictions sur ce que peut être la philosophie de la biologie avec Jean Gaillon. Voilà. Enfin, Denis Forest fait partie des gens qui ont... Alors, on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses en philosophie des sciences, mais c'est vraiment quelqu'un qui a une approche philosophique très originale et extrêmement personnelle du problème des neurosciences, avec une connaissance profonde de ce qu'elles font. C'est ça qui m'intéresse souvent plus que ce que les gens font. Voilà.